Bonsoir à tous. Nous voilà en direct du centre Teilhard de Chardin. Quelques-uns sont présents sur place, d'autres sont de l'autre côté de l'écran. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir ce soir d'entendre une conférence un peu exceptionnelle, Regard croisé sur la lumière. Le travail d'une artiste, Hélène Mugot, qui présentera son œuvre et puis le travail qui va avec en écho la réaction d'un physicien, David Elbaz, qui est astrophysicien au CEA, et d'un théologien, Jérôme Alexandre, du Collège des Bernardins et de l'Institut catholique de Paris. Voilà, cette conférence sur la lumière fait un écho, j'allais dire, intéressant, avec notre conférence d'ouverture qui avait lieu en juin, dont le thème était « Quelle lumière pour aujourd'hui ?» Alors les lumières dont il était question à l'époque, c'est celles que le XVIIIe siècle a voulu projeter sur l'humanité pour la sortir de son obscurantisme. Il va être question aujourd'hui d'une autre lumière, la lumière physique, mais je pense que la réaction de la philosophie et de la théologie nous montreront, et de la physique, nous montreront que probablement il y a des liens à faire. Alors sans tarder, je passe la parole à Hélène Mugot. Bonsoir. Je voudrais d'abord, avant de commencer cette conversation à trois, remercier particulièrement Philippe Bénard, qui est mon collègue à l'ISTA et un ami, et qui m'a présenté à Dominique de Goules. L'ISTA. L'ISTA, c'est l'Institut supérieur de théologie des arts, qui est à l'Institut catholique de Paris, et qui est un petit département très très bien. Voilà. Donc Philippe m'a présenté Dominique et Dominique m'a invité à présenter mon travail. Et je lui ai proposé, moi, au lieu de présenter simplement mon travail, de présenter mon travail en le confrontant à deux personnes différentes, un astrophysicien et un théologien. Pour une bonne raison, c'est que dans mon parcours d'artiste, j'ai eu deux moments très forts qui ont beaucoup fait évoluer mon travail. C'est une première rencontre quand j'avais une trentaine d'années avec Michel Cassé, qui était astrophysicien et qui m'a vraiment ouvert l'esprit à la complexité et la poésie de la lumière. Et ensuite, François Bousquet, qui est un théologien, qui faisait une conférence sur Plotin dans un séminaire qui se passait à Arc-et-Senans, et qui a eu une importance aussi énorme à un moment donné où je cherchais à désincarner complètement mon travail en me disant d'une manière presque de maître zen qui tape entre les deux épaules de son élève en disant « Hélène, vous n'êtes pas catholique ». Et donc, je lui ai demandé pourquoi. Et donc, il a attiré mon attention sur le fait que je cherchais à fuir l'incarnation. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça a permis à mon travail de quitter, j'ai envie de dire, une voie un peu trop sèche pour reprendre un travail qui est devenu, j'ai envie de dire, beaucoup plus lyrique et beaucoup plus tourné vers l'émerveillement et la louange. Voilà. Donc ça, c'était pour remercier aussi ces deux personnes qui sont mes invités, David et Jérôme, qui ont bien voulu prendre la suite de ces deux personnes importantes dans ma vie, Michel Cassé donc, et François Bousquet. Et je voudrais vous dire en introduction, avant qu'on voit des images, comment mon travail est arrivé à la lumière. Parce que, bon, au départ, je suis une étudiante à la fois en lettres classiques et aux Beaux-Arts à Paris, et où je fais des études de peintre. Voilà, et j'apprends la peinture, la gravure, le dessin. Et il y a un moment où je ne me satisfais plus de la peinture, je ne sais pas trop pourquoi. Je fais un peu du surplace. Mon professeur aux Beaux-Arts m'envoie me balader. Il me dit, tu as besoin de prendre l'air, et il m'envoie en voyage. Et je pars en Suisse et en Italie, où je découvre successivement l'œuvre de Paul Klee et le Trecento italien. Et ces deux rencontres sont pour moi capitales. L'une, le Trecento, parce qu'on est devant une peinture du sacré et de l'absolu, qui d'une certaine manière me délivre de l'anecdotique et des genres qui étaient encore un petit peu
enseigné à l'École des Beaux-Arts quand j'étais étudiante. Et Paul Klee, qui est un artiste, j'ai envie de dire, un peu comme Léonard de Vinci, qui n'est pas seulement un peintre, mais un théoricien, un musicien, quelqu'un qui a aussi, qui embrasse l'art avec une grande multitude et richesse de médiums. Voilà. Et ces deux personnes, à un moment donné où j'avais beaucoup de mal à choisir, je trouvais que choisir, c'était se réduire, se diminuer, me donnent l'autorisation, d'une certaine manière, par le modèle qu'ils m'offrent, d'oser continuer à tout vouloir. Voilà. Et je pars sur ces entrefaites, enfin, bon, le retour dans ma classe aux Beaux-Arts me déclenche, disons, une série de travaux, notamment les premières que je reconnais comme étant mes œuvres et que vous ne verrez pas ici, que j'ai appelées les icônes anémiques, me permettent, avec quelques œuvres qui suivent, d'une manière totalement miraculeuse, je trouve encore aujourd'hui, d'obtenir, d'être pensionnaire à l'Académie de France à Rome. Et je pars très jeune, avec une sorte d'innocence totale. Je pars avec un projet complètement pipeau, parce que je démarre simplement. J'ai pas, contrairement à mes candidats, enfin aux autres candidats, une œuvre déjà bien entamée. Et quand j'arrive à Rome, après ma première exposition personnelle, un peu en retard, je commence donc cette œuvre qui s'appellera Les Chambres Noires et qui démarre comme de la peinture. C'est-à-dire que le projet, c'était de peindre les 7 portes de Rome, et je ne suis pas contente du tout. Je prends un chalumeau et je brûle tout. Et en brûlant tout d'un coup, en me retrouvant sur le noir, quelque chose se passe qui est littéralement presque une sorte d'expérience alchimique. Et je me reconnais dans une sorte d'œuvre noire, c'est-à-dire tout brûlé, tout oublié d'une certaine manière de ce que j'ai appris pour oser m'aventurer dans de l'inconnu. Et ce travail, donc, à travers cet ensemble de pièces qui s'appellent les Chambres Noires, qui sont des pièces qui font à peu près, je crois, 2 mètres de haut sur pas loin de 80 ou 90 cm de large, vont être, pendant que je les peins, je fais un rêve que je vais vous dire. Donc, voilà, donc je vous lis le rêve. Pendant l'élaboration de cette œuvre noire, je fis un rêve très beau. Je me trouvais sur une place carrée, écrasée de soleil et entourée de portiques, un peu comme dans les tableaux de Chirico. Chaque côté de cette place fermée était percé de 3 portes, donnant sur des passages sombres. Après m'être demandé quelle porte je devais choisir, je me résolus à prendre n'importe laquelle et me retrouver dans un immense couloir plein d'autres portes. J'appliquais la même absence de méthode et je poussais une porte au hasard, et chaque fois je retombais sur le même scénario, un couloir plein de portes. J'avançais ainsi dans la pénombre sans réfléchir, jusqu'au moment où soudain une porte s'ouvrit sur un éblouissement. J'étais à nouveau sur la place ensoleillée. Je me souviens du sentiment de satisfaction profonde que j'éprouvais, lié à la certitude d'avoir tout parcouru, et je me dis, maintenant je peux mourir. Voilà, donc avec ce rêve, avec aussi des lectures sur les alchimistes que je trouvais à la bibliothèque de la Villa, j'ai fait cette œuvre. Donc, et cette œuvre était accompagnée donc, d'une autre pièce plus apocalyptique qui s'appelle les Camerae Lucidae et qui sont 7 voiles de papier japon. Le premier est très fin et imprimé en noir d'un poème. Le 7e est en papier 7 fois plus épais et imprimé de lettres blanches. Donc il y a une dégradation du noir au blanc d'un poème à l'autre, et ce poème suit l'articulation de l'Apocalypse de Jean. Voilà, et ces portes correspondent pour moi aux orifices du corps par lesquels passe la connaissance, et les 7 poèmes racontent une perte de connaissance. Donc ça, c'est
la pièce majeure que j'ai faite à Rome. J'en ai fait d'autres, mais bon, je ne vous montre pas tout mon travail. J'ai choisi juste certaines œuvres. Et ça a été donc pour moi un moment charnière, puisque je quittais la peinture la peinture en tant que matière, couleur, que j'arrivais pas qui n'arrivait pas à me satisfaire. En tout cas, pour partir dans quelque chose que je ne connaissais pas. À la suite de ce noir, en rentrant à Paris, a commencé donc toute une série de pièces où la lumière arrivait par la fluorescence. Voilà, la première que j'ai faite, ou peut-être pas forcément la première, mais c'est la première que je vous montre, qui s'appelle Noces, qui est une pièce qui doit mesurer à peu près 4 mètres de large sur 2,50 mètres de haut, qui est faite en croûte de papier mâché, recouverte de peinture fluorescente dessus et dessous, et donc qui irradie. Ensuite, donc là, on est disons vers le fluo comme une lumière déjà immatérielle, quelque chose qui sort de la matière, qui irradie de la matière. Derrière, il y a toutes sortes de pièces que j'ai faites aussi, qui s'appellent les corps glorieux, les saints, les anges, 3 icônes. Ceci est mon filleul bien-aimé, toute une série de pièces dont vous entendez quand même dans les titres qu'il y a une sorte de réminiscence quand même un petit peu catholique, ou chrétienne en tout cas. Ensuite, je passe à une autre série de pièces que j'ai appelées les désastres. Désastres parce que c'était des désastres, dans la mesure où l'idée première était de faire des astres. Et j'avais l'ambition de travailler sur des troncs d'arbres, des coupes de troncs d'arbres, avec les fameux cercles concentriques qui se développent, en corrigeant la forme de l'arbre pour la rendre très circulaire, très parfaite. Et je voulais les recouvrir simplement de pigments purs de couleurs différentes pour avoir une sorte de frisson de la poudre de pigment et avoir cette lumière de pastel sec qui est absolument lumineuse, sauf que c'était impossible, on ne pouvait pas les toucher, j'abîmais la poudre veloutée du pastel, si je les fixais, je perdais la lumière, et là encore, j'ai repris le chalumeau, j'ai tout brûlé, et miracle, la couleur est restée dans les petits cercles de bois dur, et le bois tendre est devenu noir. Et j'ai eu des sortes... Là, vous ne le voyez pas très bien parce que c'est sur les écrans et c'est déjà des images qui viennent d'avoir été compressées, mais on a visiblement, quand on est face aux œuvres, du noir qui dégage par des petits cercles concentriques qui sont encore perceptibles, des couleurs. Et donc, j'ai 6 désastres qui correspondent à une couleur primaire et une couleur complémentaire. Donc, il y a 3 couleurs primaires et 3 couleurs complémentaires. Et pour, donner à ces désastres le souvenir de leur lumière, j'ai taillé en biais ces troncs d'arbres et je les ai recouverts derrière de peinture fluorescente complémentaire. Ce que vous voyez là un petit peu sur la pièce. Ensuite, derrière ces désastres, je vous présente aussi une pièce qui s'appelle Épiphanie. Voilà, et là, qui est une première installation que j'ai faite, un peu compliquée, mais pour moi qui est aussi très très importante. Je ne savais pas que j'allais faire une installation au départ. J'ai commencé par faire la pyramide à degrés que vous voyez sur l'arrière de l'installation, qui a les dimensions du pyramidon manquant sur la grande pyramide d'Égypte, le morceau qui manque. Et elle a des degrés qui correspondent aussi aux degrés colorés qu'on trouve dans le livre des morts égyptiens. C'est une pièce qui est entièrement piquetée à l'aiguille et recouverte de mes empreintes digitales, comme si j'étais enfermée dans la pyramide et que je cherchais la sortie dans le noir. Et elle a appelé cette pièce ce que j'appelle le volcan qui est devant, c'est-à-dire une pyramide recouverte donc de croûte de papier mâchée, peinte en peinture fluorescente,
et qui est une sorte de chaleur, de lumière chaude par rapport à la lumière obscure, la lumière noire de la pyramide. Je l'ai recouverte des capots de plexiglas et je l'ai surmontée d'une pyramide de cristal. Et entre les deux pièces, j'ai semé un ensemble de prismes optiques qui éclairaient, diffractaient la lumière dans tout l'espace. Là, vous voyez dans les taches qui sont au plafond, en réalité, ce sont tous des morceaux de petits arcs-en-ciel. Et je me suis dit, ça y est, j'ai réussi à cracher la lumière, à faire cracher la lumière de la matière. Voilà, la pièce donc s'appelle Épiphanie. Derrière, j'ai eu envie de faire le contraire. Et l'œuvre suivante est aussi une installation qui s'appelle La Vue, où je me suis dit, puisque j'ai réussi à faire sortir la lumière de la matière, je vais essayer de la rattraper et de la remettre dans l'œil, dans le nombril du monde, d'essayer de faire une pièce qui tente de retourner à l'origine avant que tout explose, avant le Big Bang. Et cette pièce donc, se compose d'un trépied surmonté d'une lunette en inox brillant. Elle est dirigée vers une espèce de petit monticule de miroir à facettes. Quand on rentre dans l'espace, on voit juste la lunette et toutes sortes de petits éclats de couleurs qui ont les couleurs de l'arc-en-ciel. Et quand on met son œil dans la lunette, tous ces petits éclats qui ont été fabriqués par réflexion d'une lumière posée à la place de la lunette et qui a déterminé toutes ces surfaces, on rattrape toutes les surfaces qui viennent se reposer donc dans le monticule central. Donc on a une espèce d'éblouissement quand on met son œil dans cette lunette, dans la mesure où quand on rentre dans l'espace, on est dans la nuit, une nuit un petit peu étoilée, donc on a la pupille qui s'ouvre et quand on met son œil dans la lunette, on prend un grand choc, il faut que la pupille se referme très vite parce qu'on est ébloui. Voilà. Donc cette première série d'œuvres que je vous présente, j'aimerais faire peut-être un petit peu réagir mes invités dessus. Et disons que ce que je voulais un petit peu montrer à travers cette première série d'œuvres, c'était la gourmandise à partir du moment où je découvre l'usage de la lumière, toutes les possibilités déjà que je soupçonne. Et il faut dire qu'à ce moment-là, juste à ce moment-là, je rencontre Michel Cassé, qui est astrophysicien. On est tous les deux assez jeunes, assez enthousiastes, et il a la gentillesse de m'inviter à l'Institut d'astrophysique dans des petits comités qui se réunissent une fois par mois et où les gens se présentent leur travail respectif de recherche. Et ça a été pour moi vraiment quelque chose d'hyper important parce que j'ai, grâce à cette fréquentation, je me suis, j'ai envie de dire, débarrassée d'un certain narcissisme ou d'une certaine volonté de m'afficher artiste de la lumière. J'ai envie de dire un petit peu comme l'étaient mes contemporains à cette époque, en spécialiste de quelque chose. Je pense par exemple à quelqu'un qui a mon âge à peu près, qui est Michel Verjus, qui s'est fait une spécialité des projecteurs de découpe. Je pense même à des gens très 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 merveilleux comme James Turrell, qui est un grand artiste de la lumière et qui travaille avec des mélanges de néon rose et vert pour fabriquer de la lumière grise ou pour fabriquer des espaces envahis par une sorte de matière-lumière. Je pense à des gens que j'ai eu la chance de rencontrer comme lui aux États-Unis, comme Robert Irwin, qui est aussi quelqu'un qui fabrique des dispositifs géants absolument somptueux, mais c'est pas tellement le cas de Irwin, mais très souvent, les artistes qui travaillent avec la lumière se mettent à, disons, Dan Flavin, si vous voulez, qui est un artiste aussi spécialiste du tube fluorescent, du néon, voilà, qui ont tendance, disons, à user ou à exprimer cette lumière à travers un médium assez particulier. Moi, à cause de Michel Cassé, je me suis dit que je ne pouvais pas
enfermer la lumière ni dans une lunette, ni dans un écran, ni dans une source. Et donc, j'ai travaillé d'une manière très, très diverse dans les médiums. Qui veut prendre la... Je n'ai pas vraiment de réaction directe sur les œuvres qu'on vient de voir. Je suis simplement très admiratif et peut-être en même temps dubitatif sur le fait qu'un artiste choisisse, alors tu as cité d'autres artistes, tu n'es pas la seule, choisisse de travailler ce sujet qui est considérable, puisqu'en fait tout l'art est lumière. N'est-ce pas? Bon, l'artiste est celui qui va mettre en lumière ce qu'il a envie de donner à voir à d'autres. Et je dirais que la lumière, c'est la matière même de l'art, si je puis dire. Bon. Et donc, faire de la lumière le sujet même de l'art, c'est nous renvoyer à des interrogations extrêmement difficiles ou extrêmement centrales. Et dont on voit que tu les honores d'une manière tout à fait originale et remarquable. Bon, voilà. Maintenant, où tout ça conduit, en fait, hein, c'est un peu ma question. Qu'est-ce qui peut être encore apporté sur ce sujet, au-delà de toutes les expérimentations magnifiques qui sont les sujets de tes œuvres successivement? Ce que je crois, pour moi, ce qu'a représenté la lumière, c'était la résolution du relatif. C'est-à-dire que travailler, chercher une expression, une manifestation de la lumière, quand j'apprenais aussi qu'elle pouvait être corpuscule, mais aussi ondulatoire, énergie, que quand on l'interrogeait d'une manière qui était pourtant antagoniste et qui semblait être opposée, elle répondait aussi. Cette multiplicité, cette richesse, cette dimension un petit peu débordante, pas connue, qui restait encore à découvrir, cette énormité, qui d'une certaine manière, dans la symbolique aussi, renvoie, il y a des figures métaphoriques de Dieu qui sont données par la lumière. Je crois que ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire cette envie de ne pas choisir, de pouvoir tout embrasser, il m'a semblé que voilà, c'était cet obscur objet du désir, si on peut dire, que la lumière pouvait répondre à cette envie de ne pas rester dans les fragments ou dans les morceaux. Et vous verrez que dans mon travail, ça je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que je le faisais, mais je suis sans arrêt en train de ramasser et de coller les morceaux. Quand on entend donc cette volonté de faire émerger la lumière de la matière dans la création artistique, dans la multiplicité, on peut se demander si ça fait écho à ce qu'on observe quand on observe la lumière qui nous arrive de l'univers et qui nous raconte l'histoire de nos origines. Parce que finalement, quelque part, on sait qu'il y a eu un temps où l'univers était extrêmement simple et que de là est née de la complexité. Et on peut s'interroger sur le messager qu'est la lumière qui nous raconte l'histoire de cette complexité à condition qu'on soit capable de décoder le langage de la lumière, que nous raconte ce messager. Et les découvertes de la physique et de l'astrophysique nous enseignent la chose suivante. C'est que depuis 13,8 milliards d'années, la matière s'est structurée en forme de plus en plus complexe. Un peu comme si ça reproduisait à une échelle un peu plus longue, 13 milliards d'années, je pense que ça prend un peu moins, mais quand même ça doit être. Et on peut se demander comment ça se fait. Et je pense que si on demandait aux gens, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, assis sur ces chaises, etc., le premier indice, c'est de se dire, il y a un truc qui nous retient, c'est la gravité. Et puis dans l'univers, c'est la gravité qui fait les choses. Eh bien, la réponse, c'est non. Parce que, par exemple, on pense qu'il existe une forme de matière
qui est incapable de faire de la lumière. Alors, on l'a invoqué dans mon point de vue théorique, on appelle ça la matière noire, elle est incapable de faire la lumière. Et bien, cette matière, elle est incapable d'engendrer de la complexité. Elle est incapable d'engendrer des formes, que ce soit la spirale d'une galaxie, que ce soit une nébuleuse, que ce soit un système solaire, que ce soit la végétation. Tout ça ne peut pas être fait à partir de matière noire qui a toutes les propriétés de la matière, sauf la lumière. Ça veut dire que le sculpteur des formes de l'univers est la lumière. Alors en même temps, c'est elle qui nous raconte cette histoire, donc il faut quand même se méfier, parce que quelque part, elle se met au milieu de l'histoire. Mais d'après nos études scientifiques, effectivement, cette histoire, c'est une histoire de multiplicité, de lumière qui émerge de la matière. Et pendant longtemps, on s'est interrogé sur la relation qu'il y avait entre cette lumière, l'idée d'une création du monde, d'un fiat lux, commencement était la lumière. Et il y a une vidéo de l'abbé Georges Lemaître, qui est le découvreur de la théorie qu'on a appelée ensuite du Big Bang, qui a été retrouvée dans les archives de la radio-télévision belge et qui a été sortie le 31 décembre 2022. C'est la seule vidéo qu'on a de lui et qui avait été mal classée parce qu'on s'était trompé sur l'étiquette. Et là, il révèle tout un tas de choses, dont ce qu'il entend par le début de l'univers. Et il dit, c'est le commencement de la multiplicité. Le commencement de la multiplicité, c'est-à-dire que toute l'histoire de l'univers est une histoire d'une multiplication du nombre de particules de lumière. Si on montre à un scientifique la photo du passé et du présent de l'univers, l'indice qui lui permettra de savoir laquelle est le passé, laquelle est le présent, si on ne lui dit pas laquelle des deux, c'est que le nombre de particules de lumière a augmenté, la quantité de lumière a augmenté. Et donc, dans son récit, ce que fait Georges Lemaître, c'est qu'il dit que l'histoire de la création de la complexité est une histoire de la multiplicité de la lumière. Donc pour moi, quand j'entends parler d'œuvres d'art qui se veulent créatrices de lumière à partir de la matière, qui essayent de retrouver cette intimité entre la matière et la lumière, ça me rappelle un peu ce que nous, on observe dans l'histoire de l'univers, et ça me permet de vendre mon matos, qui est l'astrophysique. Bien sûr, je ne suis pas artiste, donc je vends ce que j'ai. Oui, alors bon, la première grande œuvre d'art, c'est en effet la création, et de fait, elle naît de la lumière. C'est en tout cas ce que nous dit le texte tellement fondateur de la Bible, le texte de Genèse, les toutes premières paroles qu'on a dans Genèse, qu'il est bon peut-être de réentendre ce soir, parce que on les a peut-être en connaissance, en mémoire, mais enfin, c'est frappant quand on les réentend, quand on les lit, de voir en effet comment, en étant attentif à ce mot de lumière, donc qui apparaît dès les premiers versets, comment en effet cette entité dont on ne sait absolument pas ce qu'elle est, sauf que si le mot est employé, c'est qu'il a du sens pour celui qui l'emploie et ceux qui vont lire ou entendre cette parole. Comment cette entité, ce qu'elle est en fait, hein. Elle est finalement l'acte créateur primordial dont tous les autres vont être issus. Alors voilà le texte, vous le connaissez, mais voilà, je le relis. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit, c'est le verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Voilà ce texte admirable, n'est-ce pas, où le mot lumière revient plusieurs fois, et où on voit en effet que la lumière, elle est
elle est le surgissement de quelque chose qui va être absolument déterminant sur le mode de la séparation. Séparation des ténèbres. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? On ne sait pas. C'est pas du tout suggéré, ni encore moins expliqué ici. Et voilà que quelque chose s'organise de la temporalité d'emblée, succession du jour et de la nuit, premier jour en tout cas, qui est là alors que les planètes, à commencer par le Soleil, n'apparaissent dans le texte qu'au 4e jour. Ça, c'est la grande question qui va interroger nombre de rabbins, puis dans le christianisme, les pères de l'Église vont beaucoup réfléchir à qu'est-ce que ça peut bien signifier, cette lumière, quelle est-elle, qui n'est pas encore celle du soleil, n'est-ce pas, qui cependant dessine déjà tout à fait un ordre extrêmement important, qui est la succession du jour et de la nuit. Alors, j'ai moi-même un peu réfléchi à cette question. Ma participation de théologien à cette soirée m'a imposé d'aller rechercher un petit peu, au fond, ce qui a pu être dit, travaillé sur cette question. Je me suis aperçu que, étrangement, alors que ce thème est un grand boulevard, enfin, c'est considérable, évidemment, la lumière dans toute l'Écriture, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, pensons à Saint Jean, qui va jusqu'à dire que Dieu est lumière, dans sa première épître, chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière lui-même. C'est pourquoi, sans doute, il a l'idée de créer en premier ce qui lui ressemble, la lumière, n'est-ce pas ? Je me suis aperçu qu'en fait, il y a très peu de théologiens qui ont travaillé, dans la modernité en tout cas, qui ont travaillé ce sujet. Vous allez à la bibliothèque, vous regardez les bibliographies, tout ça, vous ne trouvez presque rien, en fait, sur ce thème, même chez les biblistes, sur ce thème de la lumière. C'est assez paradoxal. Voilà. Et quand on remonte dans l'histoire, en fait, on a principalement un très grand auteur chez les chrétiens qui a justement beaucoup réfléchi à ce premier chapitre de Genèse, tellement fondateur, tellement important. C'est lui qui ouvre l'ensemble de la révélation, l'ensemble du texte. C'est saint Augustin, fin 4e siècle, début 5e siècle, qui va écrire plusieurs fois dans sa vie des commentaires de Genèse, et en particulier de ce premier chapitre, des premiers chapitres de Genèse. Et alors, je voulais aussi vous communiquer, pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ce que c'est ce grand mystère de cette grande évidence qu'est la lumière. Mais ce grand mystère, pour les théologiens, qui le recueillent déjà dans ce texte, on a donc Augustin qui essaie de comprendre pourquoi ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi il y a un premier jour du fait de la lumière et une première nuit, et qu'il faut y attendre le 4e pour qu'apparaissent les planètes, les astres, etc. Alors voilà ce qu'il écrit. C'est pas long, c'est un très beau passage que je voulais vous faire entendre, parce que je crois qu'il peut résonner de bien des façons pour notre thématique de ce soir. Lors donc que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, cette parole fut-elle dite en un jour déterminé ou avant tout jour? Qu'est-ce que c'est au fond ce jour dont il est question, etc. Bon. Si en effet Dieu a dit cette parole en son verbe coéternel, il l'a dite intemporellement. Intemporellement veut dire, dans l'esprit d'Augustin, qui est très marqué par la pensée de Plotin, etc., veut dire quelque chose qui est spirituel, qui est incorporel aussi. C'est-à-dire ce qui n'est
ce qui n'a encore ni temps ni espace, alors que le jour en question inaugure le temps. Justement. Bon. Voilà. Si par contre il l'a dite temporellement, il ne l'a pas dite en son verbe coéternel, mais au moyen d'une créature temporelle. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait eu, au fond, déjà de la temporalité pour que cette naissance de la lumière soit déjà attachée au temps. Mais alors, la lumière ne sera plus la première créature, puisqu'existait déjà une créature par laquelle serait dit dans le temps que la lumière soit. Alors, vous voyez, ça c'est tout à fait intéressant parce que Augustin est là, au fond, à nous faire part de ces grandes interrogations. Il n'a pas lui-même de réponse, etc. Et de son grand étonnement devant cette affaire sur laquelle ni le scientifique, ni finalement le théologien n'ont beaucoup de choses à dire, qui est l'acte créateur en tant que tel. Et de la première créature, qu'est la lumière, au fond, on ne peut rien dire. On ne peut que la recevoir de cette parole qu'il a dit, et qui l'a dit corroborant ce que chacun peut constater, puisque nous avons tous l'expérience de la lumière qui éclaire, qui fait qu'il y a jour et qu'il y a nuit, etc. Voilà. Mais de l'acte créateur lui-même, il est impossible, au fond, de se faire une quelconque représentation. Si on se représente l'acte créateur, on passe par des voies très humaines, n'est-ce pas, qui sont tout de suite fausses, et qui sont celles du fabricant, celui qui va donc devoir toujours utiliser une matière préexistante. C'est ce que dit Augustin. Là, voilà. Il faut bien, à ce moment-là, qu'il y ait une créature déjà inscrite dans le temps pour que... voilà. Ou alors, c'est une affaire à l'intérieur de Dieu lui-même. C'est-à-dire, à ce moment-là, en effet, on accueille le fait, ce que va reprendre saint Jean en reprenant lui-même Genèse 1, n'est-ce pas? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, etc. Ça veut dire que la création de la lumière, donc, elle est produite, le mot n'est pas bon, elle surgit de la décision que Dieu prend à l'intérieur de lui-même en son Verbe, en son esprit, en lui-même. Et donc, nous n'avons absolument pas accès, évidemment, au pourquoi et au comment de cette élaboration parfaitement inatteignable, transcendante, etc. Et voilà. Donc, nous accueillons la lumière comme un donné, le premier de la création, sans savoir absolument d'où ça vient. Et dire que c'est Dieu qui crée, c'est pas du tout donner une réponse, c'est entrer dans un plein mystère. C'est ne pas savoir ce que l'on dit. Voilà. C'est pas mal. Ne pas savoir ce qu'on dit, je pense que les artistes ne savent pas ce qu'ils disent. Il faut leur pardonner. Mais en tout cas, c'est bien aussi cet impossible à atteindre ou cet impossible à dire qui fait toujours rater mieux, comme dit Beckett, qui nous pousse à recommencer et à compléter les choses. Je ne sais pas si David veut dire quelque chose tout de suite, ou sinon si on passe au chapitre un petit peu attendre. Donc là, on pourrait attaquer, disons, une deuxième partie, un ensemble d'œuvres que je vais vous montrer, que j'ai intitulé « Supprimer la matière, la tentation de la pure lumière, mes années lucifériennes ». Voilà. Lucifer étant le plus bel ange qui a chuté, je vois un petit peu ma trajectoire aussi comme une trajectoire un peu icarienne à tenter de m'arracher à la matière pendant un moment et justement ensuite à revenir sur Terre.
Donc là, je vais demander à passer la première astre, les astres. Alors oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait des désastres parce que c'est des désastres ratés. Et ben, comme je suis une obstinée, je voulais absolument quand même réussir à faire des astres. Et j'ai repris la problématique avec des rondelles d'arbres, je les ai recouvertes de pigments purs. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, puisque je ne peux pas les faire durer dans cette espèce de perfection poudreuse, j'ai photographié simplement ces coupes d'arbres différents. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, pour aller vers la lumière, il faut au maximum supprimer la matière. Et là, déjà, une photographie, vous allez me dire, c'est quand même de la matière, la photographie, mais enfin, c'est une écriture de lumière. On en garde l'image et du coup, la dimension, disons, plus charnelle de l'arbre est déjà disparue. Ensuite, je vous montrerai la suite. J'ai tenté de faire des extases. Alors, les extases, pour moi, c'était là aussi supprimer même l'arbre, donc essayer de photographier la lumière pure, que la photographie n'attrape que la lumière, sans objet. Voilà, et donc j'ai fait cette série. Je ne rentrerai pas dans les détails trop comment je l'ai fabriquée, mais ça a été vraiment très très difficile. Ça a été même après, enfin, au départ, je voulais photographier le soleil en face. Évidemment, c'est pas possible. On grille toutes ces pellicules, on s'abîme les yeux. Mais ensuite, donc, j'ai trouvé un moyen, j'ai envie de dire, de photographier un tout petit peu de lumière à travers des papiers de couleur qui ont donné donc, cet effet-là. J'ai fait derrière aussi une pièce qui s'appelle Icare, qui était là. Alors là, c'était celle vraiment qui était liée à regarder le soleil en face. Et en faisant ça, j'ai eu une irisation de la lumière et j'ai fait cette pièce qui est un quadriptyque où, comme vous voyez, la première pièce est la plus grande avec une série de couleurs qui finissent sur cette pupille blanche. Et en rétrécissant le format et en augmentant l'approche, on a comme ça 4 étapes jusqu'à la dernière qui n'est plus qu'un trou blanc et qui rappelle aussi les ostensoirs qui présentent l'hostie toute seule. Et on a cette espèce de mouvement à la fois d'ascension et de chute par les formats, disons, d'approche ou de rétrécissement du cadre et en même temps d'approche du trou blanc au centre de l'image. Vous pouvez aussi montrer la suivante, Nolime et Tangere. Alors ça, c'est une série d'œuvres qui sont en projection de lumière. Autour, c'est un petit trumeau fait en pâte à modeler recouvert d'or qui porte évidemment toutes les empreintes digitales. Il faut dire qu'à cette époque-là, j'étais paniquée par la trace de mes doigts. Parce que quand on travaille la photographie, et notamment à l'époque, c'était des photographies très brillantes, des hectachromes, enfin non, je ne sais plus comment ça s'appelait le processus, mais vous ne pouviez pas toucher la photo si vous n'aviez pas des gants blancs, vous laissiez des traces de doigts partout qui étaient ensuite inenlevables. Et cette histoire du corps, des doigts qui laissent des traces partout, je me suis aussi rendu compte que la trace au bout des empreintes digitales, elle avait quasiment la forme aussi, comme dans les troncs d'arbres, comme dans la lumière, quand on attrape la forme d'une lumière pure, par exemple avec un laser, qu'on met un papier devant un rayon laser à travers une lentille qui la diffracte un petit peu, on a les ondes, la qualité ondulatoire de la lumière pure, monochromatique, et qui ressemble beaucoup aussi aux traces des doigts. Donc là, c'est une pièce qui comporte une dizaine, mes 10 doigts, que j'ai fait traverser d'une diffraction de la couleur du rouge au violet. Et donc, voilà, et que j'ai appelé Nolime et Tangere, c'est-à-dire ne me touche pas, en essayant de faire entre le titre et l'œuvre cette sorte de collusion un peu paradoxale
du toucher et de l'interdit du toucher. Ensuite, en jouant avec les projections lumineuses, je me suis à un moment donné retrouvée devant la projection et j'ai donc photographié mon ombre devant mon empreinte digitale et que j'ai appelé l'autoportrait enceinte. Voilà. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je me suis amusée à fabriquer ce portrait. Ensuite, toujours avec les empreintes digitales, j'ai fait une grande pièce, une grande installation qui s'appelle La caresse du soleil et qui est faite avec aussi les empreintes de mes doigts, réalisées avec des vernis spéciaux qui étaient invisibles quand ils n'étaient pas excités par la lumière ultraviolette et qui se révélaient donc en étant balayés par cette lumière. Là, au centre, que vous voyez mal, c'est une espèce de tour métallique qui porte un projecteur d'ultraviolet qui tourne tout doucement sur lui-même et qui, donc, balayait toute la pièce et révélait au fur et à mesure ces espèces de comètes chevelues comme ça qui se baladaient dans l'espace et qui s'éteignaient dès qu'ils n'étaient plus touchés par la lumière. Et voilà, ça c'était la deuxième série de pièces que je voulais vous montrer, donc qui appartiennent à ce moment où j'essaye d'avoir le moins de matière possible. La troisième période, je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose sur ce moment de travail plus sur la forme aussi de la lumière, des empreintes digitales ou de l'onde. Peut-être quand tu dis le moins de matière possible, justement, est-ce que ce n'est pas un défi tout à fait impossible que celui de l'affranchissement de la matière? On voit bien comment l'artiste, de toute façon, quoi qu'il fasse, même s'il est très conceptuel ou très dans des affaires extrêmement spéculatives, au sens bon, en réalité, ne s'affranchit jamais, évidemment, d'une dimension très spatio-temporelle, ou en tout cas très tangible, n'est-ce pas? Mais alors peut-être ce que tu cherches, c'est justement, en fait, tout en ne pouvant écarter, évidemment, ce support matériel ou cette dimension matérielle qui est indispensable, c'est en fait à entraîner le regardeur, le spectateur, vers quelque chose qui pourrait finalement presque l'en dispenser. Est-ce que, regardant une œuvre comme celle-ci, l'aventure, l'expérience à faire ne serait pas, au bout d'un certain temps, de fermer les yeux et peut-être de constituer soi-même une dimension d'invisibilité par-delà ce qui a été vu, et que tu aurais justement stimulé, cherché à suggérer en tout cas, ou non? Oui, je crois que aussi quand je revois ces photos, je vois aussi que, et c'est ça que j'aime en art, c'est de pouvoir dire une chose et son contraire. C'est qu'en même temps que je cherche à m'affranchir finalement du corps, enfin des corps, c'est avec des traces de corps que j'exprime ces formes, comment on pourrait dire, cette quête de lumière. Je ne peux pas échapper au corps. Et c'est avec même mes doigts bon, en traces lumineuses, mais il y a cette espèce de dualité qui est, je pense, une des formes de jouissance de l'art pour l'artiste, c'est de parvenir à chercher quelque chose, à le rater, mais en le ratant, il y a quelque chose quand même qui se réussit. Pour moi, je crois que ce que je sens quand je reconnais une œuvre réussie quand elle est capable de tenir ensemble des contradictions. J'ai réussi à y enfermer des contradictions. Déjà, la vie et l'être humain est la plus grande accumulation d'erreurs qui a été faite, puisque on est le résultat des erreurs de copie du code génétique à partir d'une bactérie qui aurait bien aimé se copier à l'identique, puis à force de faire des erreurs, elle a fait nous. Et ça a fait un message de plus en plus complexe.
Donc l'empreinte, quelque part, c'est ce qui marque la singularité de chacun. On a tous une empreinte digitale différente. J'étais il y a 2 jours à la mairie pour faire mon passeport, et j'avais complètement oublié qu'ils me demandaient de mettre les doigts comme ça. Et donc l'empreinte, c'est ce qui définit notre singularité. Et ça, c'est vraiment une des questions fondamentales de la science, c'est de se dire, on a quelques lois universelles, on a quelques atomes, comment naît la singularité dans l'univers, en fait. Et ça, cette idée-là, effectivement, c'est la lumière qui l'a fait, comme je disais tout à l'heure. Et donc, c'est cette idée que la lumière réfléchit, et nous aussi, on essaie de réfléchir, mais bon, mais réfléchit cette singularité qui est dans l'empreinte, hein, ça fait écho à ça. Et mais justement, cette question-là, tout à l'heure, on disait que qui s'interroge sur cette question d'à quel moment émerge la lumière, est-ce qu'elle et en fait, ça a été un problème pour les scientifiques, ça, parce que lorsque c'est un abbé, Georges Lemaître, avec le col blanc qui arrive et qui dit il y a eu un commencement de l'univers, je peux vous dire que les scientifiques, ils n'ont pas tous apprécié. Einstein, il a dit écoutez, vos mathématiques sont parfaites, mais votre conclusion est abominable. Parce que ça rappelait trop la création. Et un autre grand scientifique, qui s'appelle Fred Hoyle, a dit les scientifiques, mes collègues, sont obnubilés par le texte qu'on vient de lire, qui est le livre de la Genèse, exactement celui-là. Et en fait, il dit on est dans une illusion totale, c'est-à-dire qu'en fait, on croit trouver dans l'observation de l'univers une confirmation de la Genèse, mais il dit c'est faux, parce qu'en fait, vous venez avec votre a priori, puis vous regardez, vous le voyez. C'est comme si vous aviez des lunettes roses et vous regardez autour de vous et vous dites c'est fou ce que les gens sont roses en ce moment. Enlevez vos lunettes, ils vont être moins roses. Et donc voilà ce que dit Fred Hoyle. Sauf que, et ça je peux me permettre, il a voulu se démarquer de cette vision-là, et sans le vouloir, il y est rentré à pieds joints. Et donc, je vais reprendre le texte de la Genèse. La première phrase en hébreu se dit Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz et haaretz ayeta tohu vabohu. Ce qui veut dire que, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et il dit que tout était un tohu bohu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on disait ta chambre, c'est un véritable tohu bohu. Ça ne voulait pas dire que c'était bien rangé. Et en français, maintenant, on dirait plutôt qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà. Et donc, si vous me permettez, hein, je sens que je ne suis plus à ma place déjà là. C'est pas grave. Trop tard. Et donc, ça, c'est le terme tohu bohu qui a été utilisé dans la Genèse pour décrire, disons quelque part, ce qui précède l'organisation, l'apparition de la singularité, l'apparition de notre identité, l'apparition de la complexité. Sauf que, donc, tohu bohu, c'est le terme dans la Genèse. Eh bien, Fred Hoyle, il a utilisé le terme Big Bang. Le 28 mars 1949, il animait une émission à la BBC, et comme il n'aimait pas cette théorie qui rappelait trop la Genèse parce que les scientifiques étaient obnubilés par cette théorie, il a appelé ça un Big Bang, c'est-à-dire une sorte de grosse explosion. Il s'est moqué de cette théorie. Or, Big Bang rappelle tohu bohu parce que le mot parle du chaos initial, mais dans sa prononciation apporte une résonance, Big Bang, tohu bohu, qui suggère un ordre implicite qui n'est pas encore manifesté et qui attend de se manifester. Ce qui est un principe qu'on attend dans une vision religieuse, mais que sans faire exprès, il a mis dans sa vision, qui a été reprise, et ce qui fait que tout le monde ici connaît Big Bang, alors que lui, il s'en moquait dans une émission du 28 mars 1949 que personne n'a entendu ici dans cette salle. Alors on peut se demander, mais est-ce que ça, c'est quelque chose d'universel, quasiment inconscient? Est-ce qu'il a récupéré ça? Et je me suis posé la question. Et donc, je le fais en cours. Les Maoris en Nouvelle-Zélande, ils disent « Coré-Coré ». Les Chinois, ils ont le prince de Huainan, le Huainanzi, qui est le livre du prince de Huainan, ils parlent du Huntun. Les Africains, ils parlent du Kala-Kala. Dans la version kabbalistique, on va parler du Tsimtsum, on va parler du Yin-Yang. Tsimtsum, Yin-Yang, Kala-Kala, Coré-Coré, Huntun, tohu bohu, Big Bang. À chaque fois, c'est la même recette de cuisine. Ces gens ne se sont pas parlé, mais ils disent le même message. C'est que la singularité va émerger d'une unité invisible, non manifestée, qui se manifeste dans la dualité, dans la multiplicité. Et
le scientifique qui a voulu se démarquer de ça, il a plongé à pieds joints dedans. Alors, soit c'est le branchement de nos neurones qui font que l'illusion narcissique, qui consiste à voir notre empreinte sur tous les murs, et qui consiste à se voir partout et qu'on projette notre culture est à l'œuvre, et que le scientifique qui se croit objectif ne l'est pas. Et donc, mon salaire le mois prochain va pas tomber, puisque je viens d'avouer qu'on se foutait de vous. Soit j'essaye de récupérer mon salaire, et je vous dis, non, c'est une réalité. Regardez, même dans la science, ce sont des principes invisibles qui sont inscrits dans les mathématiques, qui vont organiser le monde. Et donc, je récupère le coup. Et j'essaye de trouver la théorie grand unifiée, ce que font tous les grands scientifiques, en vous disant qu'ils ont une vision objective non religieuse et qu'ils sont dans la quête d'une unité cachée du moment où ils étaient bien confortablement, le fœtus, voilà, le retour, ce qu'un Paul Diel dira, que tout homme cherche à retrouver cette unité perdue et que tout le stress de la vie, c'est ça. Là, je dépasse complètement les limites de ce que je suis autorisé à dire. On va peut-être passer au dernier chapitre que j'ai nommé plutôt Réconciliation, la lumière de la matière, à Opéra cosmique. Là, c'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique, mais bon, les artistes ne sont, comme ils savent pas ce qu'ils font, ils accouchent des enfants pas dans le bon ordre, mais au bout du compte, ça se remet dans l'ordre après. Là, cette pièce, c'est une grande installation aussi avec 24 téléviseurs qui contiennent des images qui bougent de la Méditerranée, qui clapotent de lumière quand c'est vers 5 heures du soir et qu'on a les noces rimbaldiennes du feu et de l'eau entre le soleil et la mer. Au-dessus, vous avez un lustre chez Baccarat, 36 chandelles, qui tourne sur lui-même tout doucement. Il y a un moteur caché de l'autre côté du plafond qui le fait tourner. Et sur le sol, vous avez un ventilateur qui est l'esprit qui fait tourner le monde, le paraclet, on va dire, voilà, qui tourne lui très vite. Donc on a des vitesses très différentes dans cette œuvre circulaire. C'était pour moi aussi une sorte d'image du mythe grec d'Océanos, que j'ai traité dans d'autres œuvres aussi, et qui est aussi sonore, cette pièce. Les clapotis de lumière sont accompagnés, sortant des postes de télévision. À l'époque, on avait encore des postes de télévision. Sont une musique de cristal. C'est-à-dire que chez Baccarat, j'avais enregistré, il m'avait laissé dans le grand salon de Victoria, où il y a toute la vaisselle de cristal de la reine Victoria, et il m'avait laissé avec une baguette de bois, et je clinguais sur tous les objets de cristal que j'enregistrais, et on a fabriqué ensuite une musique cristalline donc qui sort de cette installation. Donc c'est une pièce qui est sonore, lumineuse et mobile. Ensuite, alors vous voyez, c'est aussi, ça reste encore toujours dans cette obsession d'essayer d'exprimer la totalité du monde, ou la mythe comme ça de circularité, d'avoir quelque chose qui pourrait ressembler à un moment génésique. Derrière, j'ai la Grande Marée aussi. Alors là, Là, on est dans les grandes installations. Ah non, ça c'est, excusez-moi, le ciel et le miel, pardon. C'est une installation que j'ai faite dans une petite église en Corse, une très belle petite église du XIe siècle qui était en mauvais état à l'époque, maintenant qui est en train d'être restaurée. Et c'est une pièce qui est faite alors avec des objets très très archaïques, des cierges que j'ai moi-même coulés avec le matériel des franciscains de l'abbaye d'à côté, avec la cire d'abeilles vierges que m'ont fourni les apiculteurs de Corse. Et j'avais donc coulé un ensemble de cierges plus ou moins gros, en reprenant une constellation, une carte du ciel, une constellation de la planisphère de notre partie nord de la Terre. Et j'avais mis donc à la place des étoiles un cierge. Et donc tout ça a été posé sur un sol de verre qui réfléchissait
la coupole du transept. Et l'œuvre a consisté à allumer, je ne sais pas, les 36 chandelles, j'en avais beaucoup plus que ça, je devais en avoir 250 à peu près, et à voir fondre la cire vierge dans des fleurs extraordinaires, des étoiles mortes. Donc j'ai fabriqué une cartographie d'étoiles mortes, et il faut dire que c'était vraiment une sorte de sacrifice ou de liturgie littéralement, dans la mesure où cette cire sent très très bon, et que donc il y avait un embaumement complet de l'église. Il faut dire aussi que en Corse, on met des cierges sur les morts nouveaux pour pas qu'ils aient peur. On leur met des petites lumières quand on les enterre pendant un certain temps, et on va les allumer le soir pour pas qu'ils soient dans le noir de la nuit. Et cette église était entourée à la mode ancienne de Corse, donc sous la pelouse autour de l'église étaient enterrés des multitudes de gens qui y avaient habité. Et à l'intérieur, on avait les seigneurs qui étaient dedans. Et la population de ce village, qui n'était pas du tout une population cultivée d'art contemporain, a été extrêmement touchée, parce que je pense que je reprenais peut-être des signes qui étaient des signes vraiment, comment on pourrait dire, civilisationnels, de rapport aussi aux morts. Et j'ai eu vraiment l'impression de faire un deuxième enterrement, c'est-à-dire de rallumer tous ces cierges. Et vous savez, comme en Afrique aussi, on a deux enterrements. On enterre d'abord le cadavre, et puis ensuite on va le déterrer 7 ans, je crois, après, et on met ses os dans un beau bout tout neuf, et il peut devenir un ancêtre. C'est plus un fantôme, quelqu'un qui peut bouger. Et là, j'ai eu le sentiment de faire quelque chose comme ça, sans trop le savoir, c'est-à-dire d'enterrer définitivement, paisiblement, tous ces morts violents, dont certains étaient même des assassins. On racontait des histoires de gens qui étaient enterrés là, donc qui n'étaient pas des saints. Voilà, donc ça, c'était une pièce qui était une sorte de performance. Et puis, je voulais montrer aussi donc, la Grande Marée, qui est une grande installation donc, que j'ai faite là. Je vais laisser mon assistant faire défiler un petit peu les différentes images, qui étaient faites par un ensemble à peu près de 2000 bocaux que Saint-Gobain m'avait fournis à des tailles différentes, qui me permettaient de fabriquer une grande ondulation aussi bien en hauteur que en longueur. Et l'œuvre consistait littéralement, ça je l'ai appris après parce que je ne le savais pas, en une cérémonie des lucernaires qui était un allumage progressif de toute la longueur de la nef. Et quand tout était allumé, on rééteignait tout. Et c'était donc une vague allumage, éteignage, comme ça, qui durait. C'était pendant les fêtes de la lumière à Lyon. Ça commençait à 5h du soir et ça finissait à minuit. Donc on ne faisait que ça. Et au-dessus du porche, on avait 2 chanteurs baroques qui jouaient, enfin qui chantaient des œuvres. Et à l'allumage, on avait une série d'œuvres musicales qui avaient été écrites, je crois, pour les demoiselles de Saint-Cyr, qui étaient donc des choses très juvéniles et très joyeuses. Et à l'éteignage, on entendait Couperin, la cérémonie des ténèbres. Voilà. Et c'était une pièce qui était vraiment très, très émouvante. Vraiment quelque chose qui a... Alors aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces pots étaient remplis d'eau, et par-dessus, donc j'avais mis de l'huile jaune, c'était de l'huile d'arachide, hein, avec des petits lumignons qui flottaient sur des rondelles de liège. Et donc, il fallait aussi... j'avais des vestales qui remplissaient perpétuellement au fur et à mesure que le feu mangeait l'huile, qui revenaient remettre de l'huile dans les pots. Voilà, c'était cette huile jaune avait quelque chose de très magique, de très lumineux. Et là, voilà, donc les gens étaient tout autour, et on faisait des vagues aussi de gens qui rentraient, de gens qui sortaient. La dernière pièce, non, peut-être pas la dernière, l'avant-dernière que je veux vous montrer, c'est Mundus Mundus Est.
voilà, qui est une deuxième grande installation qu'on m'a permis 3 ans plus tard, toujours dans les Fêtes de la Lumière, de recommencer dans la même chapelle de la Trinité du lycée Ampère, qui est une superbe église baroque qui n'est plus consacrée parce que maintenant c'est devenu une salle de musique ancienne. Donc on m'avait reprêté, revidé, et où j'avais installé cet énorme collier de perles cassé avec son fermoir, les parties mâles et femelles qui se trouvaient aux 2 bouts de la nef. Et le fil était cassé au milieu et les plus grosses boules donc étaient libérées. C'était des boules à facettes de boîte de nuit et qui étaient éclairées. Alors, là, on n'a pas le temps, je ne vous montrerai pas le film qui vous donne le son et le mouvement. Mais en tout cas, j'avais comme ça 5 étudiants que j'avais amenés avec moi, qui étaient cachés dans l'ombre des boules. Là, c'est un peu surexposé. Les photos sont un peu surexposées. C'était beaucoup plus mystérieux que ça, hein. Là, on voit les gens qui sont autour. Mais ce qui était très beau, c'était que c'est sur un montage musical de musique contemporaine, essentiellement d'ailleurs de la musique anglaise contemporaine. Je faisais faire à ces étudiants des tout petits mouvements et qui faisait complètement basculer et voyager tous ces éclats lumineux et on était pris dans une sorte de musique des sphères et de danse des étoiles qui était très, très étonnant. Voilà. Là, c'est ce qui avait été fait à Lyon. Donc là, la photo, on a littéralement des étoiles filantes qui sont sur le mur, qui sont là l'effet de la prise de vue. Mais en tout cas, c'était une pièce qui était très, très, je sais pas, j'ai envie de dire un peu merveilleuse, quoi. Les gens ont beaucoup aimé. Voilà. Et donc là, c'est une autre présentation de cette pièce qui a été à l'abbaye du Ronceret aussi, où on m'a réinvité à la montrer pendant au centenaire de l'URSA, qui avait eu une grosse exposition à Angers, où il y a son musée. Et la conservatrice du musée d'Angers, des Beaux-Arts d'Angers, m'avait proposé de montrer mon Mundus Munduses, qui veut dire le monde et le monde. Mais en fait, il faut se référer à la traduction grecque qui est cosmos, cosmosiné, qui veut dire le monde est une parure. Le monde est donc une sorte de beauté qui part, on ne sait pas quoi. Voilà, donc là, c'est dans un autre lieu qui est plutôt une église plutôt romane. Donc, c'est des pièces qui se déroulent aussi, tout ça, dans le temps. C'est des œuvres où on est dans des espaces-temps et où on a à la fois une dimension sonore, une dimension visuelle, une dimension chorégraphique. Donc elles sont plus complexes et plus lyriques, je trouve. Et la dernière que je vais vous montrer, c'est L'arbre de la science du bien et du mal. Alors ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup aussi, que j'ai montrée qu'une seule fois à Genève pendant des fêtes de la lumière aussi. Et j'avais fait fabriquer l'ensemble des lettres qui constituent Genèse 1. Avec donc le vrai texte. Et ce vrai texte, je l'ai mis en vrac tout autour alors, les fêtes de la lumière, c'est toujours l'hiver. Hein. C'est aux fêtes de la Vierge, d'ailleurs, c'est autour du 13 décembre. Et en Suisse, je ne sais pas si c'était exactement au même moment, mais enfin bref, on a un moment donné où la nuit tombe très très vite. Et donc ces lettres, je les avais fait émailler avec de la peinture fluorescente jaune. Donc la fluorescence fonctionnait même pendant la journée, mais c'était encore beaucoup plus fort la nuit parce que là, on ne voyait plus qu'elle sous l'excitation de la lumière noire, la lumière ultraviolette. Et j'avais choisi un arbre sur une petite place ronde qui était évidemment à ce moment de l'année dépouillée de ses feuilles et qui était remplacée donc par toutes ces lettres qui tombaient et qui continuer à dégager la lumière d'un sens qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus. Voilà. C'était un petit peu l'idée de cet arbre de la science du bien et du mal qui aujourd'hui peut-être nous est plus très
très intelligible, mais il n'empêche qu'il continue à dégager sa lumière. Voilà, c'est la dernière œuvre que j'ai mis dans le... Voilà, ça c'est la vision de jour. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vu aussi des ginkgo biloba qui vont pas tarder à jaunir dans les semaines qui vont venir, vous avez ce moment magique où toutes les feuilles de l'arbre tombent en même temps, quasiment en même temps, et vous avez ces arbres noirs nus avec au sol un tapis de lumière. Voilà. Ce sont des œuvres que je trouve personnellement extrêmement envoûtantes, très séduisantes, vous en conviendrez tous certainement. Et ça tient justement au talent de l'artiste évidemment, mais au fait de la lumière en tant que telle. C'est ça qui est tout de même interrogeant et très passionnant d'essayer de comprendre un peu, c'est comment la lumière d'emblée produit un effet de chaleur, d'émerveillement, d'éclat, bien sûr, mais aussi de lien entre une dimension assez immédiatement spirituelle et une dimension qui reste, on l'a dit tout à l'heure, qui reste évidemment toujours nécessairement matérielle. Voilà, ce passage du spirituel au matériel, ce lien, alors que dans nos conditionnements culturels, on a toujours évidemment la pensée qu'il s'agit d'ordres très différents et qu'on ne peut pas tout de suite passer de la lumière matérielle à la lumière métaphorique qui va jusqu'à évoquer ou signifier même Dieu, le divin en tout cas. Comment l'un et l'autre en réalité sont indissociables. Je pense que c'est en effet tout l'immense patrimoine des commentateurs de l'écriture dans le christianisme et dans le judaïsme certainement ont été sans cesse autour de cette symbiose, n'est-ce pas, du spirituel et du matériel, de la pensée également, qu'on évoquait aussi tout à l'heure, du lien du visible et du non-visible. Le non-visible n'étant pas tant d'ailleurs un au-delà du visible que ce qui, dans le visible, n'est pas maîtrisé par la visibilité, si vous voulez, ou n'est pas seulement du visible, justement. Et c'est ça le fait de l'art, en général, c'est de nous entraîner au-delà de ce qu'il nous montre. N'est-ce pas ? Bon. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet philosophique, c'est un sujet théologique, c'est peut-être aussi un sujet scientifique que celui de ce lien, n'est-ce pas, entre la dimension proprement non matérielle. Est-ce qu'on doit tout de suite dire pour autant spirituel, c'est plein de connotations tout de suite, et donc peut-être qu'il faut s'en garder, rester plus prudent. Mais la dimension non matérielle, c'est-à-dire non objectivable, non saisissable par la connaissance qui a toujours besoin d'une certaine manière d'établir un rapport à l'espace et au temps, voilà. Et puis la dimension matérielle qui est évidemment, elle, peut-être beaucoup plus simple au fond à porter dans notre connaissance, qu'elle soit scientifique ou non d'ailleurs. Voilà. Qu'en est-il, voilà, de ce lien? Voilà. Est-ce qu'il y a continuité entre la dimension spirituelle justement et la dimension matérielle? Vous voyez, au-delà, je ne parle pas là de la subjectivité où naturellement chacun dans sa propre liberté d'imaginaire et de réflexion peut évidemment passer aisément de l'un à l'autre et vouloir le faire et s'y complaire. Je parle là plus d'un niveau qui pourrait être celui vraiment d'une étude partageable, de connaissances partageables, qui serait le fait de dire, mais oui, il y a toujours plus que ce que l'on voit, il y a toujours plus que de la matière, il y a toujours plus... Et la lumière produit, pas simplement le signe de cela, mais elle produit la réalité de cela. Elle peut produire une expérience spirituelle. C'est un peu ce que je veux finir par dire finalement tout de suite.
ce que Hélène Mugot nous présente là et ce que nous pourrions vivre en étant peut-être dans des conditions de plus longue attention sur chacune des œuvres, qu'elles passent trop vite sous nos regards, parce qu'elles sont à chaque fois des mondes. En réalité, ce que nous pouvons peut-être penser pouvoir vivre en regardant cela, c'est quelque chose qui est spirituel, pas seulement subjectivement. Spirituel au point de pouvoir en rendre compte et être d'accord ensemble sur le fait que, de fait, ça l'est. Vous voyez, bon, je me pose ces questions-là, en tout cas. Et je redis mon admiration. Le philosophe Emmanuel Kant, quand il, je pense, fait référence un peu à cette question-là, parle de l'homme confronté à ce qu'il va appeler une beauté sublime, qui peut être un paysage grandiose, une montagne. Et il dit que ce qui est sublime, c'est ce qui va pousser la raison à se dépasser et qui va pousser l'homme à se dépasser. Et donc, en fait, c'est pas quelque chose qu'il va nommer, mais c'est quelque chose qu'il va constater dans son rapport à la nature. C'est-à-dire que la nature, d'ailleurs, de par sa nature, va confronter l'homme à ça. Et quelque part, on pourrait se dire, le monde aurait pu être pure lumière, parce que finalement, si on fait on dit voilà, la lumière c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Parce que si le monde était pure lumière, on ne serait pas là. Donc là, je vais me faire l'avocat du diable. Au sens de diabolos, de séparer. Qu'est-ce qui fait qu'on est là et que le monde n'est pas pure lumière? C'est l'un des plus grands mystères de la physique. C'est-à-dire qu'en fait, si le monde était parfait, chacun de nous le sait intimement, mais ne le dira pas à son voisin, qu'on n'est pas parfait. Et si le monde était parfait, on ne serait pas là. C'est normal puisqu'on n'est pas parfait. Mais si le monde était parfait, lorsqu'il a créé la matière, et là c'est l'astrophysicien qui parle, hein, c'est pas le... lorsqu'il a créé la matière, il a créé l'antimatière. Et il aurait naturellement dû créer, pour chaque particule de lumière, une particule de matière et une particule d'antimatière. La lumière se transforme en matière, mais aussi en antimatière. On le sait, on l'observe dans les accélérateurs de particules, vous donnez de l'énergie et vous engendrez de la matière et de l'antimatière. Il y a même quelques jours, on a publié le résultat d'une expérience où on s'est posé la question de savoir si je fais des atomes d'antimatière, si je les laisse tomber, est-ce qu'ils tombent vers le bas ou vers le haut? Donc, l'antimatière existe. Et le truc, c'est que normalement, quelques instants après que la matière est née, elle aurait dû complètement se volatiliser en lumière et le monde ne serait que lumière. Mais pour une raison mystérieuse, tous les milliards d'annihilations d'une particule de matière avec une particule d'antimatière qui se sont transformées en lumière, que l'on reçoit du ciel, une particule de matière a survécu. C'est-à-dire que ce qui fait notre singularité, ce qui fait notre non-perfection, est déjà là dans le premier grain de matière, qui n'aurait pas été là sinon. Et toute la suite n'est que ça. Tout à l'heure, je parlais des copies du code génétique qui se plantent. Heureusement, c'est ça qui nous a fait... Enfin, voilà. Et donc, cette dissymétrie-là est à la fois un mystère de la science et quelque chose qui a été un blocage pour les scientifiques qui veulent intuitivement, par l'abstraction, nommer des lois parfaites qui régissent le monde. Et ça a été psychologiquement et physiquement traumatisant pour tous les scientifiques. Mettez-vous à la place de Kepler. Il doit abandonner la forme du cercle pour l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est déjà pas facile à digérer. Il arrive avec une ellipse. C'est quoi une ellipse? C'est un cercle qui a deux centres. Diabolo.
Et dans un des centres, il y a le soleil. Dans l'autre des centres, il n'y a rien. Donc, mettez-vous à la place de Kepler, ou Keplereux. Vous êtes chez vous, dans votre bureau. Jusque-là, le monde était parfait, parce que d'un point de vue théorique, et vous vous rendez compte que l'univers a fait un soleil qu'il a mis sur un des centres et pas dans l'autre. Dans l'autre, il n'y a rien, et ça fait énorme. Ça veut dire que tout fout le camp. D'accord ? C'est la fin du monde. Eh bien, toute l'histoire de la science, c'est d'accepter le principe de réalité, que notre volonté d'imposer la perfection à ce monde qu'on voit, elle se heurte à la réalité. Et c'est une façon pour moi intéressante de m'accepter tel que je suis, un peu enveloppé, qui se plante, qui perd la mémoire, qui a les cheveux blancs, qui machin, du mal digéré, etc. Je m'en fous, je suis comme les autres. Je suis imparfait. Si le monde était parfait, je serais parfait. Et donc, quelque part, ce que nous enseigne la physique dans cette interrogation sur l'incarnation de la lumière dans la matière, c'est que ce qui est manifesté est imparfait. Et que cette imperfection s'est propagée dans l'histoire de l'univers par des brisures de symétrie entre la matière et l'antimatière, brisures de symétrie entre le cercle et l'ellipse, et ainsi de suite. Et c'est tout le temps comme ça, et c'est ça toute l'histoire qui fait réfléchir et qui rend humble le scientifique, parce qu'il se rend compte que, voilà, il est bousculé dans sa quête d'une volonté, et là je vais finir là-dessus, qui est que, au lendemain du coup de Copernic, qui a coupé le cordon ombilical qui nous reliait au ciel, puisque avant on avait un axe du monde, un axis mundi, qui était l'axe qui faisait tourner l'univers autour de nous. Le monde tournait autour de nous. Vous vous rendez compte ? C'était avant qu'on soit imparfait, là. Le monde tournait autour de nous. Et puis lui, il a dit non, c'est nous qui tournons. Donc du coup, il n'y a plus d'axe qui fait tourner le monde autour de nous. Donc il a coupé le lien qui nous liait au ciel. Donc on n'avait plus de lien avec l'éternité. Qu'est-ce qu'a fait le scientifique ? Il a dit, je suis humble, je ne suis plus au centre du monde. Et là, vous l'avez cru. En fait, c'est un grand baratin. Parce que ce qu'il a fait, le scientifique, c'est qu'il a dit, je vais trouver un autre moyen, je vais nommer l'infini, je vais nommer l'éternité, je vais nommer des lois éternelles qui régissent l'univers, et si vous voulez, j'en serai le détenteur. Et donc, il devient le savant, et qui connaît les lois. Et puis, la matière noire, l'énergie noire, à chaque fois, on n'en peut plus. Et on se heurte à la résistance de la matière, de la lumière, du monde, à notre volonté de lui imposer la perfection que nous, on imagine avec ce qu'on est. Est-ce que je suis capable de vous dire autre chose que ce que je suis ? Non. Je me tais. Ça, c'est une question, moi, qui me taraude en tant qu'artiste. Et je me dis, mais pourquoi ? Mais d'où nous vient ce désir de perfection ? Qui est quelque part, parce que tout à l'heure, David, tu disais aussi qu'il y a une dissymétrie, que c'est ce grain de matière en plus qui fait qu'on existe. Sinon, finalement, on serait mort, aboli en lumière. Hein. Là, je pense à des poèmes de Nerval aussi, qui ont cette intuition comme ça de le prince d'Aquitaine à la tour abolie, dans je ne sais plus quel est le poème, mais qui parle du veuvage de la lumière. Mais d'où nous vient la perfection, l'idée de perfection? Pourquoi est-ce qu'on voudrait la perfection? Est-ce que c'est une vieille mémoire? Est-ce que de l'imaginer, c'est un souvenir? Enfin, c'est... Alors le philosophe, lui, il fait plus volontiers que le savant droit sans doute à l'imperfection. Mais ça n'est pas moi le philosophe en l'occurrence ici. Je pensais à Merleau-Ponty, dont j'ai recueilli dans ma préparation une citation qui fait écho tout à fait à ce que vient de dire magnifiquement David Elbaz sur justement pour lui ce qu'est la non-perfection du visible. C'est son rapport à l'invisible. Voilà son propos dans une note de ce fameux texte qui s'appelle « Le visible et l'invisible », 1960. « Quand je dis que tout visible est invisible, que la conscience a un point aveugle, que voir, c'est toujours voir plus qu'on ne voit, il faut comprendre
que c'est la visibilité même qui comporte une non-visibilité, une imperfection. Donc, bon. Dans la mesure même où je vois, je ne sais pas ce que je vois. Voilà. Je trouve ça tout à fait magnifique et à mon avis, ça résonne bien avec notre thème de ce soir, je crois. Sur la lumière qui vous aveugle, vous le savez bien, quand elle est là, quand on la regarde trop en face ou trop intensément, ou qu'elle est elle-même trop puissante. Voilà, un peu de lumière éclaire, voilà, d'où l'importance du clair-obscur. On n'a pas parlé du clair-obscur dans la peinture, qui est tout de même aussi la grande affaire, en fait. Hein, voilà. Bon. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps ou s'il faut conclure. Il faut conclure. Voilà, d'accord. Moi, je vais préparer une petite conclusion que je vais vous lire pour être sûr de la dire bien. Avoir traversé pour cette conférence mon travail en ranimant l'écho des chocs premiers me permet de comprendre ce qui s'est joué d'essentiel pour un artiste dans ces deux rencontres. Donc, je vous parlais de la rencontre avec l'astrophysique et la rencontre avec la théologie. La première, enthousiaste et quelque peu luciférienne, entre guillemets, avec la recherche d'une connaissance scientifique infinie qui dissèque le cosmos pour en comprendre les lois, même si l'intelligence poétique de Michel Cassé aurait pu reprendre l'expression même de Dante Alighieri dans La fin du paradis de sa Divine Comédie, l'amour qui meut le soleil et les étoiles, ouvre la curiosité scientifique désacralisante. La seconde fut très brève, mais aussi capitale. Elle me rendit l'humilité de la réincarnation et l'expire de ma respiration qui suffoquait. Le mouvement, l'acceptation de l'insuffisance salutaire et libératoire de toutes nos tentatives de mieux en mieux rater pour approcher la vérité. Être un artiste, c'est chercher la vérité par le chemin de la beauté. Mais c'est peut-être aussi celui que prend un véritable scientifique. Je me rappelle que Michel disait qu'une équation est belle quand elle est vraie. L'artiste se tient entre profanation et louange. C'est pourquoi Dante le met entre l'enfer et le paradis, au purgatoire, déchiré entre les deux. Si Platon fait de la beauté la voie d'accès à la vérité de l'idée, Nietzsche, qui nous est plus proche, affirme qu'elle nous en protège de la vérité, car nous en mourrions de la regarder en face. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, nous avions prévu d'arrêter à 20h30. On peut se rajouter un petit quart d'heure pour des questions. Et puis après, il faudra quand même terminer. N'hésitez pas. Je veux bien faire que Jérôme va passer le micro à ceux qui le veulent. Premièrement, je vous remercie de m'avoir donné pendant un peu plus d'une heure de comprendre un peu plus la lumière. Je me présente, j'ai travaillé aussi sur la couleur en tant que professeur au CNAM, sur la lumière, sur la vision de couleur. Par conséquent, c'est ce qui m'appassionne aujourd'hui, la conférence. Mais j'ai constaté que les trois conférenciers, chacun utilisait le terme de lumière, mais chacun avec un sens différent. C'est ça le grand problème pour les personnes qui nous écoutent. Je me résume, par exemple, dans le cas du théologien, c'est essentiellement de façon symbolique. Dans le cas de l'artiste, c'est surtout vous vous exprimez tout ce qui est, ce sont des paysages, ce sont des sources lumineuses obtenues par la source secondaire, par les réflexions. J'ai vu des hommes, et en même temps la couleur. Ce sont des perceptions que vous nous exprimez comment faire. Tandis que l'astrophysicien, évidemment, part de la lumière, entre la lumière et la lumière, d'autre part, toute la difficulté, l'état actuel de nos connaissances.
Donc, par conséquent, moi, je ne pas tout sur la question. C'est surtout, c'est pour vous, comment peut-on lier les trois notions de lumière? Comment peut-on aider quelqu'un à l'extérieur? Est-ce qu'il y a d'autres mots qui permettent de désigner trois, à mon avis, trois grandes tout à fait différents? Par conséquent, à chaque fois qu'on parle de lumière, je dois quand même, dans mon cas, je dois essayer de voir, est-ce que c'est symbolique, est-ce que c'est artistique, ça veut dire la perception, ou bien est-ce que c'est physique que je peux essayer de raisonner. Bon, c'est terminé. C'est-à-dire que le problème qu'on a avec la lumière, je pourrais dire, voici une réponse qui va résoudre ça, mais on l'a aussi avec la matière. C'est-à-dire que dès lors qu'un physicien veut décrire la nature des choses, elle lui échappe, puisqu'on ne sait pas non plus décrire la nature de l'infiniment petit, l'infiniment fondamental, etc. Donc, est-ce que lorsqu'un physicien parle de lumière, en fait, il parle même d'énergie, quelque chose qui est un peu flou, etc. Est-ce que ça fait écho à ce que va dire un religieux ou un artiste ? En fait, ce qui est étonnant pour moi, c'est que il y a une sorte de confrontation au réel qui va faire émerger du non-dit. Et je vais essayer de dire en un exemple ça, si je peux me permettre. J'ai été confronté à un problème du même ordre quand je suis allé dans le désert d'Atacama au Chili, où on a fait un documentaire où on a confronté la vision du scientifique et la vision d'un chaman et d'un chef de communauté indienne sur, par exemple, la lumière. Et quand je suis arrivé sur place, on m'a dit tu vas d'abord aller voir ces deux personnes, ce chaman et ce chef de communauté, et ils vont te poser des questions. Et selon la réponse que tu vas leur donner, ils accepteront ou non de faire le film. Et là, j'étais confronté justement de plein fouet à ces deux rapports, et je me suis dit, comment on va se parler? Et immédiatement, ils m'ont dit, bon, on a compris, vous regardez le ciel pour faire des choses de science, bon, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand ça apporte quelque chose à l'homme, quand ça transforme l'homme, quand ça change l'homme. Nous, quand on regarde le ciel, c'est pour savoir si il va pleuvoir ou si ça fait des présages ou des choses comme ça. Voilà la réponse que je leur ai donnée. Je leur ai dit, quand je regarde le monde avec mon œil gauche, je vois un monde en deux dimensions. Quand je regarde le monde avec mon œil droit, je vois un monde en deux dimensions. Si j'accepte, sans syncrétisme, de regarder le monde avec deux regards, avec des perspectives différentes, et que je les laisse communiquer entre elles, émerge une troisième dimension que ni l'un ni l'autre ne peut connaître. C'est ça qui m'intéresse dans la rencontre. Mais celle-ci, je ne peux pas la nommer dans ma dimension. Ce à quoi vous êtes confrontés, c'est à des regards différents qui, s'ils s'acceptent dans leur séparation, peuvent faire émerger une autre dimension qui n'est pas celle qu'on dit. Oui, moi, peut-être en tant qu'artiste prise comme ça entre des curiosités, des attentions différentes, ça me semble pas, comment dire, des choses. Je sais que quand, par exemple, j'écoutais les astrophysiciens parler de la lumière, je comprenais peut-être 0,5% de ce qu'ils disaient, parce qu'ils se parlaient entre spécialistes. Mais de temps en temps, il y avait une fulgurance et ça ouvrait une fenêtre de mon imagination. Et je voyais une image et ensuite je tentais de réaliser cette image. Et cette image, elle était, on pourrait dire, une condensation peut-être métaphorique, enfin quelque chose qui tenait à la fois de la physique, mais aussi du symbole, du sens. Peut-être aussi ressortait à ce moment-là des connaissances comment dire, culturelles, des mythologies latines, grecques, bouddhistes, j'en sais rien, tout ce que j'avais avalé de ces facettes. Enfin, pour moi, on a tous des lunettes différentes, on regarde la même chose, mais c'est un peu comme, vous savez, l'histoire de l'éléphant, là, selon l'endroit où on le tâte. Hein. Si vous lui attrapez la queue, si vous lui attrapez la trompe, si vous lui touchez le ventre, si vous attrapez ses ongles, vous faites une description complètement différente. Je pense que c'est assez merveilleux d'entendre ceux qui touchent la queue, ceux qui touchent la patte, ceux qui touchent le ventre, et
en raboutant tous les morceaux, c'est toujours cette obsession que j'ai de ramasser les morceaux et d'essayer d'approcher dans mon travail morceau par morceau comme une sorte de puzzle. Bon, je ne réussirai pas à finir le puzzle, hein, je pense que je serais morte avant, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui, dans la complexité de ce qu'on amène en accumulant des sortes... Les œuvres, chaque fois, c'est des morceaux qu'on amène aussi. Quelque chose qui peut-être se rapproche un tout petit peu de ce qu'on n'est pas capable de dire en entier. Enfin, quand on s'est rencontrés pour préparer la conférence, David et Jérôme et moi, comme on n'avait pas un public devant et un micro, on était beaucoup plus libre. Hein. Donc on a fait une super conférence que vous n'avez pas entendue et où la conversation était beaucoup plus bondissante. Bon, on a fait ce qu'on a pu quand même, faut nous excuser. Mais en tout cas, moi, pour répondre à votre question, je ne ressens pas du tout... évidemment, je suis incapable d'aller, ou en tout cas de percevoir même la complexité des questions d'un astrophysicien, ou même, je suis incapable, je suis un bébé en théologie complet, donc mais voilà, j'y vais à l'aveuglette. Je pense qu'un artiste va à l'aveuglette, il saute dans le vide, et puis il découvre des choses, et ces choses-là, aussi, le regard des autres, du public, lui apporte une sorte de réverbération, de réflexion qui, à force d'œuvre, à force de regard, vous permettent d'y voir un peu clair, si on peut dire, d'y voir un petit peu clair dans ce que vous faites. Voilà. Me venaient deux choses. D'abord, y aller à l'aveuglette. Je crois que le scientifique, il va beaucoup à l'aveuglette aussi, et le théologien, pas mal. Et par ailleurs, dans votre réflexion, monsieur, je crois qu'il y a un mot qui me venait en tête dans la tradition théologique occidentale, qui est le mot d'analogie. C'est-à-dire, on peut parler d'un phénomène physique en des termes qu'on espère le plus exact possible, même si c'est toujours très difficile, le phénomène physique de la lumière. Mais pour parler de Dieu, si tant est qu'il existe et qu'on puisse en parler, la seule chose que nous ayons à notre disposition, c'est les mots de l'expérience courante, et donc il va bien falloir employer des mots comme justice, comme bonté, comme lumière, comme transcendance, comme tout ça, dont nous n'avons qu'une idée intramondaine, pour essayer de viser quelque chose d'autre qui d'une certaine manière, n'a aucune nature commune. Le Dieu auquel je crois n'a aucune nature commune avec le phénomène physique de la lumière, et pourtant, tout ce qu'on a dit ce soir nous amène bien à pointer vers quelque chose, et le mot de lumière pointe bien vers quelque chose de magnifique qui nous aide à méditer, j'allais dire, quelle que soit notre position, notre positionnement religieux ou philosophique. Et je crois que ce vocabulaire de l'analogie, alors c'est toujours la difficulté en théologie, c'est de ne jamais oublier que même quand on a des concepts dogmatiquement définis, en fait, on ne parle que de manière analogique. Voilà. Si je dis Jésus-Christ est ressuscité des morts, eh bien, les seuls mots qui ne soient pas analogiques dans ce que je viens de dire, c'est Jésus est mort. Jésus, c'est un être humain qui est né à une époque et mort 37 ans plus tard. Et la mort, on voit à peu près ce que c'est, même si aucun de nous n'a encore expérimenté. Christ, le mot est complètement métaphorique, en fait. Et ressuscité, ça veut dire se relever. Bon, mais comme se relever, comme il n'y avait pas de mot pour dire revenir de chez les morts, on a pris se relever des morts. Voilà. Bon, et ben je crois que ce qu'on se dit aujourd'hui pointe vers une. Si on cherche quelque chose du côté spirituel, les mots qui vont avec la lumière peuvent nous y aider, sans jamais atteindre, sans jamais toucher ce qu'on cherche à toucher. On a le temps pour une dernière question rapide et une réponse rapide. Cinq, 4, 3, 2, oui. Non. 1, 0.
0. Eh bien, on va s'arrêter là. Alors, je vais beaucoup vous remercier de cette conférence. Nous y avons pensé depuis très longtemps, ça fait bientôt 3 ans quand on y pensait. Donc, on attendait que le centre Teilhard soit construit. Je suis très heureux de ce qu'on a entendu et je voudrais beaucoup vous remercier, Hélène, d'avoir exposer votre travail aux deux sens du terme, c'est-à-dire vous avez montré de très belles choses qui donneraient envie de les contempler plus longuement, et en même temps exposer votre travail à un questionnement, le vôtre, que vous nous avez donné, et puis le questionnement du philosophe, du théologien, le questionnement du scientifique, du physicien, et je crois que ça nous a bien aidé à nous interroger au fond sur ce que nous voyons, sur ce que la lumière nous permet de voir. Donc grand merci à vous. Voilà, je salue les gens qui étaient derrière l'écran. Merci beaucoup à vous de votre participation. Je rappelle à tout le monde que le centre Teilhard de Chardin n'est pas très riche, vit de dons, et que si vous voulez aller sur le site du centre Teilhard, vous